Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 4 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Il existe de rares signes noirs, mais des signes bien plus nombreux de folie ». J'avais conclu ma vidéo de mercredi par cette affirmation qui a pu vous paraître peut-être un petit peu audacieuse, la Fed est folle. Bon, vous me connaissez, c'est du second degré. Non, la Fed n'est pas folle. La Fed, par contre, se fout du monde. Oui, ça c'est sûr. Quand Jérôme Powell, interviewé, je sais plus si c'est en début de semaine ou en fin de semaine dernière, peu importe, réaffirme que les milliers de milliards de dollars imprimés par la Fed ne participent pas au gonflement de bulles boursières ou de bulles d'actifs en général, ni même au creusement des inégalités, oui, là il se fout du monde, il nous prend pour des cons. Ou alors il pense que la majorité de son auditoire est extraordinairement naïf, ce qui ne rend pas son affirmation plus sympathique, prendre les gens pour des cons, ou n'en avoir rien à faire. Quelque part, c'est quand même pas très agréable à entendre et à recevoir. Oui, parce que la Fed injecte de l'argent, extrait du néant ou d'un clic de souris, depuis 2009. Ça fait donc 11 ans. Et à chaque fois que la Fed injecte, c'est bien sûr au nom des principes auxquels chacun adhère, c'est pour soutenir la croissance, c'est pour soutenir l'emploi, c'est pour soutenir Main Street. Sauf que, avec les 11 ans d'expérience que nous avons, les 11 ans de recul, nous savons que grosso modo, 80% de l'argent banque centrale, imprimé d'un clic de souris, termine sa course dans des actifs réels dont les prix et la valorisation explosent. Et 20% seulement de cette manne parvient à ruisseler vers l'économie réelle. La Fed, évidemment, ne peut pas l'ignorer, pas plus que la Banque centrale du Japon et pas plus que la BCE. Alors c'est vrai que la crise du Covid, le grand confinement, ça répond réellement à la définition du signe noir. Mais mettre en place une stratégie dont on sait qu'à 80% elle ne fonctionnera pas pour le but qu'on s'est fixé, mais aboutira, et aboutit déjà, au plus spectaculaire, au plus incroyable, au plus surréaliste gonflement et excès de valorisation des actifs, poursuivre une stratégie qui ne marche pas, c'est la définition de la folie que donnait Einstein il y a déjà un siècle de cela. Car si on poursuit au bout de 11 ans une stratégie qui ne marche pas, c'est qu'on a bien d'autres objectifs, peut-être même un calendrier. Ce n'est certainement pas pour le bien de Main Street. Alors quel est ce calendrier ou quel est cet objectif de la Fed consistant à permettre au S&P de reprendre 37,7% en 50 jours, la plus forte hausse de l'histoire en 10 semaines, le Nasdaq 100, plus 44%, qui renoue avec son record absolu mercredi soir. Si on réintroduit les dividendes, le Nasdaq 100 n'est pas à 9007, mais au-delà de 9008, au-delà donc de sa meilleure marque intraday du 19 février dernier. Quel est l'intérêt d'avoir orchestré une telle hausse? Personne n'a envie d'acheter le Nasdaq 100 ou le S&P sur ces niveaux de valorisation. 22% sur le S&P en instantané, en réalité c'est plutôt 24,5% en PER forward. Pour le Nasdaq 100, le PER moyen est supérieur à 36. Celui des 25% de composantes les plus performantes affiche un PER supérieur à
50. Et pour les 75% qui affichent des pertes depuis le début de l'année, on a un PER supérieur à 30. En 2007, 30, c'était le PER des 25% d'actions les plus performantes. C'était le précédent record historique absolu. Et pour les moins performantes, le PER moyen était autour de 20, ce qui était déjà considéré comme cher. Mais comme je le montrais à nos abonnés ce matin dans notre live, il y a une véritable cerise sur le gâteau, qui est le Russell 2000, où là, le PER n'est pas de 25 ou 27. 27. C'était le précédent record absolu de l'été 2007. 27. Hier soir, ce PER s'inscrivait donc à 38,7. Le PER moyen sur les 20 dernières années du Russell 2000, c'est-à-dire PER moyen une année ni bonne, ni mauvaise, ni enthousiasmante, ni à désespérer, le PER moyen est de 19. Hier soir, on est à 38. Donc, est-ce que la Fed espère que les suiveurs, les moutons, les néophytes, le million de boursicoteurs qui a ouvert un compte en ligne là depuis la mi-mars, est-ce qu'ils pensent que cette évolution de marché va donner le goût aux néophytes ou même aux suiveurs d'accompagner cette hausse? Et est-ce que cette hausse pourrait entretenir une forme d'optimisme par anticipation qui, en se répandant de couche sociale en couche sociale, des ultra-riches qui détiennent à 1%, 80% des actifs, jusqu'aux plus pauvres, est-ce que le retour du Nasdaq 100 sur son record absolu va dissuader les gens qui ont perdu leur emploi ou qui sont précaires depuis une décennie, vont les dissuader d'avoir envie d'aller manifester contre le creusement des inégalités sociales? Est-ce que de revoir le Nasdaq 100 à son record absolu, quand 50 millions d'Américains au moins sont dans la panade, qu'une douzaine de millions d'entre eux ne retrouvera pas son travail, quand beaucoup d'autres redoutent que les salaires vont se mettre à baisser, parce que quand on a 25 millions de chômeurs, ça c'est le chiffre réel, hein, ça veut dire qu'il y en avait déjà plus de 10 millions avant le grand confinement. Quand 25 millions de personnes sont prêtes à aller travailler, est-ce que vous pensez que les salaires vont monter ou baisser aux États-Unis? Donc ce que fait la Fed est effectivement une forme de folie. Prendre le risque de provoquer une explosion sociale en montrant que l'absence totale de prise de risque est récompensée. Mieux que cela, ceux qui interviennent sur les marchés non seulement ne prennent pas de risque, mais on leur prête même l'argent pour prendre des positions à effet de levier, pour gagner encore plus d'argent, en leur disant « Ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Le marché ne rebaissera pas. » Oui, quand je disais que la Fed était folle, quelque part, oui, ce que je viens de vous décrire est quand même une forme de folie. Le CAC 40 à 5000 est une folie, le Nasdaq 100 à 9007 est une folie, le S&P est à 3130. Mais justement, le propre de la folie, c'est que l'on ne sait pas où elle s'arrête. Et c'est peut-être pour très bientôt.